Voilà. Madame Goutaudier, vous m'entendez? Oui. J'interprète ça comme un oui. Et si vous parlez, on vous entend? Faites un petit essai. Je vous entends très bien. Bon, très bien. Et nous aussi, on vous entend. Donc malheureusement, on est un peu traumatisé parce que beaucoup de nos orateurs n'ont pas pu être présents. Et en tout cas, merci de l'être en visio, mais finalement, ça passe pas mal. Et donc, vous êtes professeur de psychologie à l'université à Poitiers. Vous intéressez beaucoup au psychotraumatisme et puis à une conception qui est assez intéressante et à laquelle on s'intéresse également à Strasbourg, à savoir que si le psychotraumatisme est une rupture dans le parcours de vie d'une personne, cette rupture, elle peut avoir des effets négatifs, difficiles, avec des conséquences néfastes sur la santé, mais elle peut être aussi l'occasion de revisiter finalement son propre parcours, ses propres objectifs, hein, et avoir des effets qui sont considérés par le sujet comme plutôt positifs. Ça a à voir aussi avec la conception de la mémoire autobiographique à laquelle on s'intéresse à Strasbourg. Et donc, on est très heureux et on sera très attentif à votre présentation. Merci beaucoup. Alors, je vais tenter de partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon. Oui? Ah, super. Alors, avant toute chose, merci à tous de me recevoir, je vais mettre des guillemets, de m'accueillir en tout cas virtuellement. Et je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu venir en personne, hein. Ce sont les aléas de la grève SNCF. Je remercie plus particulièrement Maury et Julie de m'avoir permis de présenter aujourd'hui ce concept qui me tient particulièrement à cœur, qui est la croissance post-traumatique. Alors c'est vrai, attendez, je bouge un petit peu, hop, parce que je ne vois pas bien ma slide. On est bon. Alors, ce concept de réaction positive après un trauma, c'est vrai que ça peut paraître de prime abord assez contre-intuitif. Quand on parle de trauma, on pense au stress post-traumatique, aux troubles de stress aigu, mais ce concept de réaction positive, c'est de prime abord pas du tout ce qui nous vient en tête, alors que c'est quelque chose qui est assez ancien, qu'on retrouve dans les écrits religieux, dans la mythologie, et tout le monde connaît cette grande phrase de Nietzsche, ce qui ne tue pas me rend plus fort. Donc on voit quand même que cette idée d'avoir des bénéfices secondaires après un trauma, c'est quelque chose qui intéresse et notamment beaucoup la psychologie. Si on voit les premières études qu'on avait sur ces aspects positifs, c'était des études purement qualitatives où on allait voir un petit peu les vécus subjectifs des patients et on voit que entre 40 et 70% des patients psychotraumatisés rapporteraient quand même des bénéfices un petit peu secondaires. Et la toute première revue de littérature, là encore assez issue d'études qualitatives montreraient qu'il y a jusqu'à 83% de patients qui rapportent des bénéfices. Alors, je reviendrai un petit peu plus tard sur ces questions de prévalence qui sont pas aussi élevées que ce que nous présente la littérature, mais on avait déjà un premier problème de conceptualisation avec une diversité de termes assez énorme. On parlait de benefit findings, de thriving, etc. Donc, on avait au final plusieurs termes avec différentes mesures et on était peut-être au début, en tout cas, de la littérature en train de comparer des choses, des construits qui n'étaient pas tout à fait comparables. Alors, si j'avance un petit peu dans le temps, on en arrive à la croissance post-traumatique, hein, le post-traumatic growth, qui a été conceptualisé à la fin des années 90, début qui regroupe en fait un ensemble de changements psychologiques positifs qui surviennent à la suite d'un processus de lutte contre des circonstances de vie traumatiques ou difficiles. Alors, je vais faire un petit arrêt ici sur le terme traumatique. Dans la conception de la croissance post-traumatique, on n'est pas dans cette définition d'événement avec menace vitale, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus large et moins restrictif que notre critère A du PTSD dans le DSM-5.
C'est vraiment une idée d'un événement, donc soit traumatique avec menace vitale ou stressant, qui va dépasser les capacités, on va dire, classiques de faire face et qui va, je reviendrai tout à l'heure sur ce point qui est central, qui va remettre en cause les croyances fondamentales des patients. Alors concrètement, cette croissance post-traumatique, c'est un construit dit multidimensionnel avec des changements qui peuvent intervenir à 5 niveaux, bien évidemment en relation les uns avec les autres. On a les relations interpersonnelles avec des patients qui rapportent être plus proches de leur, j'allais dire de leurs proches, mais oui, c'est le cas, avoir des nouvelles possibilités de vie qui s'ouvrent à eux, hein. On a vraiment des discours de type euh, puisque je me suis sortie de mon trauma, je vais m'autoriser des choses pour lesquelles je ne prenais pas assez de temps, je vais apprendre un nouvel instrument de musique, une nouvelle langue étrangère, etc. On aura vraiment cette idée aussi de force personnelle avec les patients qui se sentent plus forts face à l'adversité dans la vie quotidienne, et puis une appréciation de la vie euh, également avec un réaménagement du temps, de prendre plus de temps pour être avec ses proches, profiter un peu plus de chaque instant et un développement spirituel. Alors, on n'est pas ici dans une idée forcément de croyance en un Dieu spécifique, c'est plus cette idée il y aurait une instance supérieure ou il y aurait en tout cas une religiosité qui pourrait se développer chez certains patients. Alors concrètement, comment se développe cette croissance post-traumatique? Euh, J'en reparlerai dans la suite de cette présentation, mais c'est vraiment un processus qui prend du temps où on démarre avec cette exposition traumatique qui va venir impacter les croyances fondamentales des sujets, hein, vraiment au sens Aaron Beck ou même Janov Boulman du terme, hein, cette idée de à cause du trauma, je ne sais plus qui je suis, je ne reconnais plus le monde, j'ai une idée du futur qui est altérée parce que le trauma vient prendre toute la place et les schémas tels que les patients les avaient construits sont altérés par l'exposition traumatique. S'ensuivent classiquement des ruminations, une détresse émotionnelle qui peut donner lieu à des troubles. Alors ça peut être des troubles dépressifs, bien évidemment un TSPT. Et c'est là qu'on a vraiment un élément central qu'on va retrouver chez certains patients qui est un processus de lutte. Des patients qui vont essayer d'aller faire diminuer un petit peu leur détresse psychologique en allant contrôler les ruminations. J'aime pas trop le terme que j'ai employé dans cette diapo, mais c'est le terme consacré pour ça. On va passer à des ruminations dites délibérées avec les patients qui vont aller rechercher du sens dans leur trauma. Et grâce à ce processus de lutte et de recherche de sens, eh bien, va se développer cette fameuse croissance post-traumatique avec un développement bien de nouvelles croyances, des nouveaux schémas qui vont être plus positifs au niveau de soi, de monde et du futur. Alors, ce schéma-là, c'est un petit peu le schéma, on va dire, simplifié classique de la croissance post-traumatique. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des facteurs qui vont venir moduler, modérer un petit peu ce modèle-là. On a des facteurs cognitifs qui vont faire que certains patients vont être plus à même que d'autres à développer de la croissance. On a vraiment, eh bien, j'ai laissé la terminologie anglophone ici, tout ce qui est l'engagement cognitif, le processus, le processing, pardon. Tous les patients ne sont pas égaux face au travail du pourquoi le trauma, quel impact pour les TCCistes dans la salle qui pratiqueraient la restructuration cognitive. On le sait, il y a certains patients qui ont un petit peu plus de mal à aller travailler sur leurs croyances. Donc, on a ce premier pool de facteurs. On a ensuite des facteurs que j'ai regroupés ici sous l'appellation facteurs personnels ou interpersonnels. On a bien évidemment le soutien social perçu. C'est un grand protecteur des troubles psychiatriques et c'est aussi quelque chose qui peut amener à la croissance. On a les stratégies de coping. Alors là, on n'est pas, quel que soit le modèle hein, dans lequel on peut s'inscrire, centré sur l'émotion, le problème, etc. C'est pas une idée de type de coping, de stratégie de coping spécifique, mais plus une question de flexibilité de coping qui interviendrait. On a également le genre féminin et l'âge. Je reviendrai un petit peu là encore sur l'âge tout à l'heure parce que certaines personnes ne peuvent pas, de par l'âge, développer de la croissance. On a également des facteurs de personnalité. Alors au niveau du modèle du Big Five, je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais on a en gros les 4 dimensions assez positives, entre guillemets, du Big Five qui vont
amener à la croissance, avec surtout, bien évidemment, l'ouverture, puisque les patients avec ces dimensions-là ont une adaptation à des événements beaucoup plus grandes. Mais là encore, une question qui se pose et à laquelle il n'y a pas encore de réponse dans la littérature, c'est, on le sait, ces dimensions de personnalité-là vont influencer les stratégies de coping. Donc là encore, le rôle de ces facteurs de personnalité sont peut-être à remettre dans un modèle un petit peu plus grand. Et dernier point au niveau de la personnalité, ça peut paraître hyper contre-intuitif, mais ça ne l'est pas. Les traits narcissiques, on sait que les patients qui ont des traits narcissiques accèdent plus facilement, entre guillemets, à la croissance. Mais là encore, quand on réfléchit un petit peu, on voit que ces patients-là ont un petit peu un sens de contrôlabilité exacerbé, ont le sentiment de pouvoir mieux gérer les problèmes de la vie quotidienne. Donc au final, c'est pas si contre-intuitif que ça qu'ils aient ce sentiment de pouvoir mieux gérer, entre guillemets, les choses. On a également des facteurs liés au trauma, tout ce qui est centralité de l'événement, mais dans l'identité propre du patient. Pourquoi? Parce que ça va donner lieu à plus de symptômes de TSPT, à plus de ruminations, et vous le voyez dans le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, les ruminations sont quand même un petit peu la condition sine qua non pour développer du trauma. De la croissance, pardon. On a également la sévérité du trauma. Alors là encore, il faut rester dans un juste milieu. Un événement trop traumatique ou pas assez traumatique ne peut pas donner lieu à la croissance. Mais j'y reviendrai. Et dernier point, la temporalité depuis le trauma, on le voit, c'est un processus qui nécessite du temps. Un patient ne peut pas développer une croissance post-traumatique une semaine, 2 semaines après une exposition. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps pour pouvoir travailler sur ces ruminations et cette recherche de sens. Alors, je vais faire un petit point ici qui me semble un petit peu fondamental sur ce lien entre croissance post-traumatique et résilience. C'est vrai qu'à chaque fois que je présente ces travaux-là ou que j'en parle, on me dit, ah bah, tu travailles sur la résilience augmentée. Absolument pas. Ce sont, on va le voir, deux concepts qu'on a tendance un petit peu à tort à mettre ensemble, mais qui sont totalement différents. La résilience, elle a fait son apparition dans les années 70, hein, vraiment au niveau de la recherche. Et on voit qu'on n'a au final pas de consensus quant à la définition, surtout en France, de la résilience, où on a des définitions assez élargies, assez restreintes. Et si on regarde les dernières revues de littérature ou méta-analyse, au final, on voit qu'on a 5 grandes catégories, 5 grandes définitions de la résilience, avec les 4 premières qui sont à peu près similaire. Est-ce qu'on est dans du rétablissement, une capacité à rebondir? La question qui se pose beaucoup, c'est est-ce qu'on est dans de l'inné ou de l'acquis? Mais en tout cas, il y a cette capacité de rebond. Mais il y a quand même une 5e définition ici qui pose entre guillemets un petit peu problème avec cette idée d'adaptation positive aux conditions de vie. Donc au final, quand on regarde la littérature, on voit qu'on a 2 définitions. La résilience s'est vue soit comme un retour à la normale, soit comme une forme de croissance. Donc là encore, on a du mal, surtout en France, à définir le concept de résilience. Si je poursuis un petit peu cette idée de résilience, les dernières revues de littérature ont montré au final que la littérature, elle est assez complète au niveau de la résilience. Entre 2016 et 2019, on a eu 50 articles publiés sur la résilience avec 2 échelles vraiment qui sont employées. C'est vraiment les 2 gold standards qu'on a aujourd'hui pour mesurer la résilience, que peut-être certains d'entre vous connaissent. On a la BSR qui définit la résilience comme une capacité à revenir à son fonctionnement pré-traumatique, son fonctionnement antérieur. Et on a la Connor-Davidson qui est très utilisée et qui définit la résilience comme des qualités personnelles qui permettent de s'épanouir dans l'adversité. Alors, cette différenciation, en tout cas de la résilience, elle pose quand même un problème, puisque qu'est-ce qu'on est en train de mesurer? Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent bien cette Connor-Davidson Scale, mais si on regarde cette échelle-là, on a des items qui ne mesurent pas la résilience, qui mesurent la croissance post-traumatique. Donc, on a vraiment un premier problème quant à la définition qu'on a de ces construits-là, alors que si on regarde vraiment avec une définition, on va dire, plus resserrée de la résilience, on est vraiment dans 3 choses différentes. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir ma souris, mais on a donc la résilience qui est un retour à l'état pré-traumatique.
On a la détérioration qui peut prendre le masque du TSPT, de la dépression, etc. Et puis on a donc la croissance qui est un fonctionnement différent, entre guillemets, augmenté. Alors, si je dois faire un petit récapitulatif des grandes différences entre les deux, hein, puisqu'on est bien dans deux construits différents, dans la résilience, on a cette capacité à rebondir, alors que pour la croissance, on a des difficultés à rebondir. Si vous revenez sur le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, on a les ruminations, la difficulté de faire face à cet événement qui est au cœur du modèle de la croissance. On a un retour à l'état pré-traumatique versus pas de retour à l'état pré-traumatique. On a une dysrégulation émotionnelle qui est moindre dans la résilience et qui est plus ponctuelle. On a une absence de psychopathologie également dans la résilience, alors on y viendra dans les slides d'après avec ce lien croissance et troubles de stress post-traumatique, il peut, et en général, en tout cas au début, il y a une association entre troubles et croissance, et on est bien dans deux choses différentes avec une adaptation versus une transformation. Alors, je vais faire un petit point ici sur le lien entre TSPT et croissance post-traumatique. Là encore, dans la littérature, les choses ont pas mal évolué au fur et à mesure des années. Au tout début, dans les années début 2000, le TSPT et la croissance étaient vraiment vus comme deux bouts d'un continuum qui ne se rencontraient jamais. Une vision très dichotomique, soit je suis dans le négatif et le TSPT, soit je suis dans le positif avec la croissance post-traumatique. Et les premières revues de littérature montrent des résultats hyper inconsistants avec d'un côté des corrélations positives, plus j'ai l'un, plus j'ai l'autre, négatif, moins j'ai l'un, plus j'ai l'autre, ou alors carrément pas de relation du tout. Et si on tente d'expliquer un petit peu ce manque d'homogénéité qu'on a dans nos résultats, c'est lié en très très grande partie à des problèmes méthodologiques, puisque la plupart, la quasi-totalité des études à l'heure actuelle sur la croissance post-traumatique ont des designs transversaux, c'est-à-dire des patients qu'on rencontre une fois à l'instant T. Et puis, on a des temporalités depuis l'exposition traumatique qui parfois sont trop courtes et puis qui sont toutes un petit peu mélangées. Donc, est-ce qu'on est en train de mesurer quelque chose comme il faudrait? Vous vous doutez, la réponse est non. Et si on va un petit peu plus loin dans les dernières études sur le lien entre stress post-traumatique et croissance, on aurait une relation plutôt curvie linéaire en nu inversé. Alors bon, je ne vais pas faire ici un cours de statistiques, je garde ça à mes étudiants, mais c'est vraiment l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, qu'en fait, si on a peu de symptômes de stress post-traumatique, on n'aura pas assez de rumination pour pouvoir ensuite les travailler, entre guillemets, et développer de la croissance. Et à l'inverse, je ne vais pas vous mentir, tout patient ne peut pas développer de la croissance si on a trop de symptômes de stress post-traumatique, un événement qui a eu un impact traumatique tellement négatif, il y a trop de rumination, elles prennent toute la place et on ne peut pas encore travailler dessus. Donc, tout est une question, entre guillemets, un petit peu de juste milieu quant aux symptômes de PTSD. Donc, il faut vraiment faire attention à cette idée de design et de temporalité dans les études. Alors, la croissance post-traumatique, là encore, comme je vous disais tout à l'heure, excusez-moi, j'ai quelque chose qui est arrivé sur mon PC, j'y reviens. Oui, c'est bon. La grande question aussi que je vous disais, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau longitudinal. Et à l'heure actuelle, les études vraiment qui suivent un petit peu le développement post-traumatique, elles se comptent sur les doigts d'une main et demie. Mais on voit que l'intensité des symptômes de stress post-traumatique à court terme, à un mois, prédisent la survenue de croissance post-traumatique un an après. Et c'est un résultat, même s'il y a peu de littérature, qui est hyper stable. On le voit après différents événements. C'est quelque chose qu'on retrouve au niveau transculturel aux États-Unis, en Norvège, en Chine, etc. Là encore, c'est pas du tout contre-intuitif, puisque, comme je vous disais, on a ces ruminations qui sont nécessaires au développement de la croissance, donc ça fait ça. Et une autre question que je me suis posée, c'est au final, qu'en est-il de l'évolution chez les patients qui ont développé de la croissance? Alors là encore, la littérature n'est pas très développée. On a très très peu d'études de suivi à long terme avec des follow-up, mais on a quand même un pattern de résultats qui est assez, assez robuste. On voit que les patients qui ont des symptômes de TSPT à un mois développent un an après de la croissance et ont moins de symptômes de TSPT par la suite. Et chose assez intéressante ici, on voit que les patients qui ont développé une forme de croissance, ont une meilleure observance thérapeutique et une meilleure qualité de vie.
Donc, ce qui laisse à penser qu'on pourrait, et vous vous doutez que j'y suis favorable, intégrer la croissance post-traumatique dans nos prises en charge thérapeutiques. Alors, avant de parler un petit peu de comment on pourrait utiliser la croissance comme un levier thérapeutique, je vais revenir sur le comment on mesure la croissance, puisque c'est un petit peu la base. Pour travailler sur la croissance, il faut la mesurer. Et c'est pas facile à mesurer parce que la croissance post-traumatique, c'est pas un trouble. Donc, on n'a pas de critères et actuellement, on n'a pas d'entretien clinique standardisé. On n'a aucune recommandation précise alors que les études se développent de plus en plus, mais on n'a aucune recommandation sur comment en clinique on peut évaluer cette croissance post-traumatique. À l'heure actuelle, on a un outil d'auto-évaluation qui est beaucoup utilisée, qui est la PTGI, la Post-Traumatic Growth Inventory, qui comporte 21 items et qui mesure ces fameux 5 domaines que je vous ai présentés tout à l'heure et qui est applicable à divers traumas. Comparativement à beaucoup d'échelles qu'on a avec un score seuil, passé 33, c'est du stress post-traumatique, à la PCL5, etc., on n'a pas ça dans la croissance post-traumatique parce qu'on est vraiment dans quelque chose de multidimensionnel. C'est compliqué d'avoir un score seuil où au-delà, on est dans de la croissance et au-dessous, on ne l'est pas puisque ça ne correspond pas à des critères très, très précis, mais on partirait du principe que au-dessus de 42, on aurait une intensité faible à modérée de croissance. Alors, à l'heure actuelle, plus de 90% de la littérature utilise la PTGI ou une autre forme, une PTGI plus short à 10 items, etc. Et les méta-analyses nous montrent aujourd'hui qu'entre 10 et 77% des patients, en tout cas évalués dans les études, auraient des niveaux de croissance modérés à élevés. Donc, vous êtes peut-être en train de vous dire ce que je me suis dit quand j'ai lu cette méta-analyse. Qu'est-ce que c'est que ces prévalences hyper élevées? 77% des patients, on a un range en plus de 10 à 77%. Est-ce qu'on ne serait pas dans des mesures trop immédiate, puisque comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de critère de temporalité depuis l'exposition qui est dans les recommandations, puisqu'il n'y en a pas. Mais si on regarde le modèle théorique, il faut du temps pour développer de la croissance. Donc là encore, il se pose question de notre corpus qu'on a dans la littérature. On a certains papiers qui mesurent la croissance post-traumatique, si j'ose dire, beaucoup trop tôt. Et la question se pose, est-ce qu'on est vraiment dans un réel changement des schémas? Est-ce que ce ne serait pas tout simplement un processus de coping ou une croissance illusoire? C'est quelque chose qui fait encore beaucoup débat. Alors, on a effectivement dans la littérature des limites actuellement, comme je vous disais, des études transversales. On n'a pas la même temporalité depuis le trauma et cet outil, la PTGI, a le mérite d'exister. On a un outil pour mesurer ça, mais qui comporte quand même des limites. Si je vous ai mis ici la consigne de cet outil qui est veuillez indiquer pour les items, etc., le degré auquel ces changements, donc pour les 21 items, se sont produits dans votre vie comme un résultat de votre événement traumatique. Donc cette consigne, elle pose hyper question en fait parce qu'elle sous-tend qu'il faut pouvoir premièrement rappeler rétrospectivement son fonctionnement antérieur, estimer le degré de changement qu'on a depuis l'événement et est-ce que ce changement est dû à l'adversité. Donc c'est déjà quelque chose qui est hyper compliqué, d'autant plus chez un patient qui potentiellement souffre de stress post-traumatique. Donc il y a deux problèmes qui peuvent survenir avec ce type de mesures. Est-ce qu'on n'aurait pas une surestimation des bénéfices? Est-ce qu'on n'aurait pas, notamment chez des patients PTSD, une vision altérée, négative du self pré-trauma? Donc là encore, ça pose un petit peu question. Donc en pratique clinique, il faut vraiment évaluer ces changements, là encore, tout au long de la prise en charge. Et puis en recherche, il ne faut pas se limiter à cette échelle-là. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, j'insiste, il faut mesurer les choses de manière longitudinale. Alors, je me doutais que vous alliez peut-être me poser une question, donc j'y ai répondu moi-même et j'ai pensé à Julie en faisant cette slide. Est-ce que la croissance post-traumatique, c'est applicable aux plus jeunes, aux enfants et aux adolescents? Alors là encore, la littérature, elle foisonne sur la croissance post-traumatique, mais absolument pas chez les enfants et les ados. Et il y a deux questions centrales qui posent. Est-ce qu'un enfant, notamment, peut avoir un schéma bien établi? À quel âge on a des schémas bien établi. Et puis, est-ce que les enfants ont cette capacité, ce processus cognitif de recherche de sens? Voilà. Donc là encore, au niveau de toute la littérature plutôt développementale, etc., au final, les gens sont à peu près d'accord pour se dire qu'il faut
une maturité, un développement neurocognitif et puis des capacités de régulation émotionnelle assez importantes. euh, et que ça correspondrait là encore à l'âge de 7 ans. Donc avant 7 ans, développer de la croissance, c'est pas quelque chose qui est euh, a priori entre guillemets faisable. Voilà. Autre question, là encore les âgés, on n'en parle pas plus que ça, mais la question se pose, c'est encore moins étudié que la croissance chez les enfants. Là encore, c'est pas beaucoup étudié parce qu'il y a des problèmes, des questions qui se posent. La première, celle du déclin cognitif, sans forcément parler de la maladie d'Alzheimer ou d'un patient MCI, mais on a un déclin cognitif chez les âgés. On a une modification des relations interpersonnelles, ne serait-ce que de par certaines institutionnalisations. Et puis la capacité de projection future, qui, on va le voir tout à l'heure, est hyper importante dans la croissance. Est-ce qu'elle est vraiment faisable, entre guillemets, chez les âgés? Donc là encore, euh, euh, une personne, entre guillemets, trop âgée n'est pas en mesure de développer de la croissance. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du tableau clinique, entre guillemets, de la croissance, c'est le domaine le plus important ici est l'appréciation de la vie. Alors, je vais maintenant terminer un petit peu cette présentation avec une partie plutôt sur la croissance en psychothérapie. On a un premier pool d'études qui a montré qu'au final, des prises en charge de TCC entre guillemets classiques pour le TSPT, sans spécifiquement être dédiées à la croissance post-traumatique, avaient pour bénéfice secondaire, si j'ose dire, eh bien, d'aller augmenter les niveaux de croissance chez les patients, hein. C'est assez robuste, même si on a peu d'études. On le retrouve à 3 mois post-thérapie et puis c'est assez stable. Et ça, on le retrouve quel que soit le type de TCC, l'exposition prolongée, la restructuration cognitive, et on le retrouve également avec les thérapies de la troisième vague, tout ce qui est mindfulness ou encore ACT. Ça fait sens, encore une fois, que les patients puissent développer un peu plus de croissance après une TCC dite classique, puisque là encore, je ne sais pas s'il y a beaucoup de TCCistes dans la salle, mais le propre de la restructuration cognitive, c'est d'aller remplacer, bien évidemment, les croyances irrationnelles par des croyances un peu plus réalistes, mais il y a aussi cette question de trouver du sens et de travailler sur les ruminations qui est au cœur de la thérapie cognitive. Et pour tout ce qui est du volet plus comportementale, outre l'exposition, on a quand même un gros boulot fait sur les stratégies de coping, de gestion émotionnelle, planification des activités, recherche de soutien social. Donc là encore, on est en plein dans des facteurs qui peuvent mener à la croissance. Et dernier point sur lequel je vais faire un focus un peu plus important ici, c'est la psychoéducation, qui est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur et qui est hyper transversale, quelle que soit la vague des TCC dans laquelle on s'inscrit. Alors là encore, je vais faire un petit focus sur un papier alors, qui date de 2017, mais il y a jamais rien eu depuis. Des programmes pour faciliter la croissance qui ont été designés spécifiquement pour ça. Et on a eu une brève intervention de psychoéducation, donc avec 6 composantes. Les 3 premières ici que j'ai laissées en noir, assez classiques, d'aller expliquer aux patients qu'est-ce que le trauma, qu'est-ce que les réactions péritraumatiques, la détresse, le TSPT, etc. Et puis 3 composantes de psychoéducation vraiment dédiées à la croissance, ce concept de, ben voilà, les aspects positifs peuvent se développer après le trauma, de le dire aux patients, ça leur semble tellement contre-intuitif que ben, déjà, il faut leur dire, travailler un peu sur ces prédicteurs de trauma et puis introduire assez facilement, en fait, cette notion de croissance. Et ça a été testé ici sur du tout venant. On n'était pas chez des patients, mais en tout cas chez des étudiants japonais exposés à divers événements traumatiques. Et on voit que les étudiants qui avaient suivi ce groupe d'intervention eh bien, avaient plus de, de, je vais y arriver, de croissance post-traumatique par la suite que le groupe contrôle. Et chose intéressante ici, ça a été répliqué puisque la question c'était, bon, est-ce que c'est pas juste parce qu'ils ont eu une espèce de psychoéducation sur le trauma qui se sentaient mieux? Et ça a été comparé avec un programme plus classique, donc avec toujours les 3 mêmes composantes qui ne bougeaient pas. Qu'est-ce que le trauma? Qu'est-ce que les réactions péritraumatiques, le TSPT? Et puis les 3 dernières séances au final qui changeaient, on avait ici comparé avec un focus sur les comorbidités, les prédicteurs du TSPT, la prise en charge du TSPT. Et là encore, le groupe qui avait reçu l'intervention dédiée à la croissance post-traumatique eh bien, avait plus de croissance que le groupe avec
psychoéducation, on va dire, classique. Ce résultat, je l'ai trouvé hyper intéressant parce qu'il montre bien, en fait, que intégrer de la psychoéducation sur la croissance post-traumatique, c'est quelque chose qu'on peut faire hyper facilement et qui pourrait avoir des avantages. Donc, effectivement, de plus en plus de chercheurs, de cliniciens s'intéressent à cette psychoéducation, on va dire, spécifique à la croissance post-traumatique. Et au niveau des thèmes des sessions, ce qui ressort des premières recommandations qu'on a pour la psychoéducation, c'est vraiment de garder ce pool classique qu'on utilise tous avec les patients psychotraumas. Qu'est-ce qu'un événement traumatique, une réaction post-traumatique, etc. Mais vraiment d'aller insérer dans nos discours psychoéducatifs cette composante de croissance, de dire à un patient, peut-être que potentiellement vous pourrez en ressortir quelque chose. Simplement mettre l'accent ici sur les deux points que je vous ai inscrits ici, un petit peu ce modèle théorique avec cette idée d'aller peut-être rechercher du sens et puis également travailler sur les facteurs pouvant mener à la croissance. Alors, là encore, il y a des points clés en entretien, outre, je veux dire, une composante très psychoéducative à la base. En tant que TCCI, c'est vraiment un positionnement qu'on a toujours d'aller répondre aux questions sur le trauma de manière aussi transparente que possible pour essayer vraiment, c'est une première étape à la stabilisation des schémas sur lesquels on pourra travailler. Et ce qui est recommandé aussi, c'est ce travail d'écriture expressive, en tout cas pour pouvoir essayer de travailler sur les émotions et les cognitions, ça aide beaucoup le traitement cognitif de la recherche de sens et, si possible, favoriser les interactions familiales. Je vais ici faire un point sur quatre composantes qui commencent à être développées dans les programmes spécifiques pour soutenir la croissance chez les patients. Et je vous présente notamment cela parce que c'est ce à quoi on réfléchit beaucoup au CRP Nord-Nouvelle-Aquitaine pour développer un programme. Et je sais que c'est quelque chose qui tient aussi à cœur à Amaury Mangin. On a vraiment quatre composantes ici qu'on est en train de développer dans un programme pour favoriser la croissance. Comme je vous disais tout à l'heure, la base, c'est vraiment la psychoéducation, d'aller augmenter les connaissances des patients sur le psychotrauma et puis introduire cette idée que les réactions positives existent et que la lutte contre le trauma peut donner lieu à quelque chose de positif. Bien évidemment qu'il faut assister le patient dans la régulation émotionnelle, la gestion de ses symptômes, un travail sur les stratégies de coping, etc. Et puis aller assister le patient dans le développement de son nouveau récit traumatique. Alors, je ne sais pas si, là encore, je ne suis pas en face de vous pour pouvoir voir ça, mais en tout cas, certaines personnes font ce travail-là avec l'entretien motivationnel où on a vraiment, notamment en addicto, ce travail-là sur l'ambivalence qu'ont les patients. Est-ce que j'ai envie d'arrêter, j'ai pas envie d'arrêter, etc. On a un petit peu ce même travail-là à faire avec les patients pour les amener à développer de la croissance. Cette idée de travailler sur cette ambivalence qui est hyper présente chez les patients, de travailler sur la perte versus le gain, notamment chez les endeuillés, de dire si je développe quelque chose de positif après le décès de mon compagnon, etc. C'est quelque chose d'hyper compliqué pour les patients. Donc, vraiment d'aller travailler comme avec un entretien motivationnel sur ce travail perte versus gain pour pouvoir les aider dans le développement de nouveaux principes de vie, de nouveaux schémas. Alors, pour conclure, je n'ai pas regardé l'heure qu'il était, mais oui, je suis à peu près dans les temps. J'avais quand même envie de rappeler ici que même si c'est contre-intuitif, on le sait aujourd'hui, on a des résultats robustes là-dessus. Les patients en TSPT ont la capacité de développer des changements positifs, mais là encore, pas forcément tous. Pas vous vendre un truc formidable qui n'est pas applicable à tout. Il faut que ce soit des événements, entre guillemets, dans la moyenne. Si c'est trop traumatique ou si ça l'est pas assez, ça sert à rien d'aller travailler sur la croissance, mais c'est quelque chose qu'on peut assister, favoriser en thérapie, mais c'est quelque chose qu'il faut envisager, comme je vous le disais, à moyen terme. C'est pas tout de suite après une exposition traumatique. Et je trouve que c'est quand même une perspective qui est assez intéressante pour les patients qui passent leur temps à travailler sur qui font de l'exposition prolongée, etc. C'est hyper compliqué pour un patient de suivre, je parle des TCC puisque c'est mon orientation, mais c'est hyper coûteux pour un patient de faire une thérapie centrée sur le trauma. Je trouve que c'est une perspective qui est intéressante pour eux d'aller travailler sur des événements des choses un petit peu plus positives. Et même pour les thérapeutes, c'est compliqué de travailler
dans le champ du psychotrauma. Et je trouve que c'est aussi une perspective intéressante d'aller faire un peu, ne serait-ce que de psychoéducation sur du positif. Ben, ça fait du bien. Et ça permet aussi, pourquoi pas, de lutter contre notamment la fatigue compassionnelle. Et je vais m'arrêter là et vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. On va passer aux questions de la salle. Hier, par exemple, on avait une réunion, une journée sur les traumatismes après des actes de terrorisme. Enfin, c'était une journée organisée par les associations, beaucoup avec la justice aussi. Et on a eu un témoignage qui est assez éclairant à ce propos de la croissance post-traumatique. C'était un monsieur qui racontait comment il avait vraiment été impacté dans sa vie personnelle et professionnelle extrêmement lourdement après un événement traumatique et comment finalement il avait pu se reconstruire de manière très positive finalement pour lui ensuite, au travers en particulier de la création d'une association où il s'était réalisé de façon différente finalement de son parcours de vie précédent. Je me demandais justement, et alors il y avait quelques éléments dans votre présentation qui le disaient, mais est-ce que tous les types de traumatismes enfin, dans les origines du traumatisme sont équivalents? Et en particulier, est-ce que des actes traumatiques issus d'autres personnes avaient des effets identiques ou différents, par exemple avec des événements naturels? Mm. L'impact est très différent, les représentations qu'on peut avoir de l'autre, de l'humanité, est-ce qu'on a pu mesurer un impact différentiel finalement sur les capacités de croissance post-traumatique? Alors, on retrouve la croissance post-traumatique, que ce soit après des catastrophes naturelles ou humaines, hein. Il y a pas vraiment de grande différence en termes de est-ce que l'humain, entre guillemets, est impliqué ou pas. C'est assez stable. L'idée, c'est vraiment cette question de est-ce que ça a impacté les schémas? Est-ce que ça a donné lieu à des ruminations? Si la réponse est oui, la croissance est possible. Très bien, oui, vous faites référence à des schémas très cognitivo-comportementaux. C'est vrai qu'ici, on les a réfléchis pour l'instant plutôt sur des modèles cognitifs en lien avec la mémoire autobiographique, la mémoire épisodique, qui permet aussi de voyager dans le temps et de se projeter soi-même dans le temps et ce qui construit finalement son identité personnelle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On peut peut-être en prendre une ou deux. Présentez-vous aussi enfin, on va vous passer le micro et puis présentez-vous pour dire qui vous êtes. Bonjour, je suis interne de psychiatrie à Strasbourg. Merci beaucoup pour votre présentation. Elle a permis vraiment d'éclairer plusieurs concepts. Alors, j'avais une question sur votre tableau. Quand vous comparez la résilience à la croissance post-traumatique, vous mettez dans le tableau de la résilience qui a une dysrégulation émotionnelle associée à de la psychopathologie. Je voulais vous demander pourquoi plus que dans la résilience. Alors, je pense avoir bien compris votre question. En fait, la dysrégulation émotionnelle dans la croissance post-traumatique est plus importante que la résilience. C'est c'est ça. Enfin, je peux peut-être vous remettre le. Ah non, j'ai Je arrêté le l'avais partage. compris comme répercussion. On a une, En si vous fait, voulez, on a une répercussion qui est plus importante dans la croissance post-traumatique que dans la résilience. merci. Alors, avant de prendre une deuxième question, on avait imaginé, enfin, on est intervenu sur des événements marquants avec des équipes étrangères qui ont des positions assez différentes, enfin, sur des événements sanitaires exceptionnels, à potentiel très, très fortement traumatiques. Et d'autres équipes issues d'autres cultures, je dirais, n'annoncent pas seulement tous les malheurs qui peuvent arriver, mais d'emblée les capacités que chacun peut développer à essayer
d'aller le mieux possible malgré l'événement. Est-ce que dans les possibilités thérapeutiques, parce que là, vous les abordez une fois que le processus est installé finalement, est-ce que dans une intervention très précoce de type cellule d'urgence médico-psychologique, par exemple, vous avez envisagé la possibilité aussi de délivrer déjà des modalités de schémas un peu différentes et qui sont susceptibles d'intervenir positivement finalement chez le sujet? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé et c'est une excellente idée. Merci beaucoup. Eh Euh, bien, merci. à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui a été testé, en tout cas avec l'équivalent en France. C'est vraiment très peu développé la recherche sur la croissance, mais à ma connaissance, on n'a pas de publics qui ont été faites par l'équivalent des CUM dans des pays étrangers. Ça n'a pas vraiment été testé en péritrauma du tout. Donc effectivement, peut-être que aller rajouter des, des points spécifiques en débriefing, en diffusing, ça pourrait être quelque chose effectivement d'assez pertinent, ouais. Bon, c'était une position différente. J'imagine que ça doit être difficile dans des événements, enfin, dans des moments comme ça, de proposer des études où on va comparer. C'est toujours assez délicat quand même. Mais en tout cas, j'avais été intéressé et peut-être c'est quelque chose à réfléchir quand même, un changement aussi de la position qu'on peut avoir dans ces moments-là et pas seulement d'annoncer le malheur, mais aussi de dire qu'il y a des possibilités de faire que le malheur arrive le moins possible, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, je pense que l'heure avançant, les gens sont effectivement un petit peu fatigués aussi. On a dépassé largement l'heure. Donc, encore un grand merci pour votre intervention extrêmement éclairante et ce changement aussi de position par rapport au traumatisme que je trouve vraiment important. Et on espère à très bientôt. Merci à vous. Puis on laisse le mot de la fin au docteur Amaury Mangin. Merci beaucoup Nelly et j'en profite du coup pour remercier tous nos orateurs. Je vous promets d'être bref parce qu'effectivement on a dépassé d'une demi-heure, c'est pas trop mal, on a réussi à tenir quand même. Merci aussi à vous tous d'avoir été là présents aujourd'hui et voilà, on a vu votre engouement. Donc on termine cette première journée du Centre Psychotrauma Grand Est. Donc encore une fois, merci à tous les orateurs, ceux qui sont à la fois déplacés malgré les grèves, les annulations de train, dont certains vont prolonger un peu leur séjour, comme le disait Arnaud Fernandez, du fait de l'annulation. Donc merci pour tous ces efforts. Et puis à Nelly Goutaudier et puis Eric Buy qui ont tenu à maintenir cette intervention qui a permis que cette journée reste aussi riche que prévu finalement dans les interventions. Et puis merci beaucoup donc, à l'équipe d'organisation, donc la cellule congrès de l'UNISTRA, et puis notre équipe, à Rachel Munzer et Sandrine Windenberger notamment, qui ont beaucoup aidé pour la réalisation de cette journée. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez vu, on a nommé première journée du Centre Psychotrauma Grand Est, donc avec vraiment l'ambition, l'intention et au vu de votre engouement, de votre venue en nombre aujourd'hui, de pouvoir renouveler, de pouvoir vous reproposer ce type de journée régulièrement. A priori, on va essayer de le faire annuellement. On reviendra vers vous très rapidement. Une chose qu'on voulait vous évoquer aussi pour terminer, c'est ce projet d'ouvrage collectif sur les psychotraumatismes complexes que nous coordonnons du coup avec Dr Julie Roning et moi-même. Mais c'est un ouvrage pour lequel participent de très nombreux centres du psychotrauma. La plupart, la grande majorité des centres du psychotrauma en France participent à cet ouvrage. Donc vous voyez un ouvrage ambitieux avec 30 chapitres et plus de 50 auteurs. Donc, qui est en train de se terminer. C'est aussi un de nos chantiers importants de ce mois de mars. Donc voilà, c'était déjà pour vous communiquer cette information. Et ce sera certainement un thème que vous avez entendu parfois en filigrane de cette journée, la question du trauma complexe. Donc très certainement que lors d'une prochaine journée, ce sera quelque chose qu'on abordera encore davantage. Et encore une fois, merci. Et pour rester bref, si vous voulez donc nous suivre sur les informations, on a un compte Twitter, donc c'est RP Grand Est. Et si vous avez besoin d'informations, voilà, c'est notre mail de contact ici pour le CRP, pour le centre à Strasbourg.
Donc, n'hésitez pas en cas de besoin. Notre idée aussi, en faisant ces journées, et c'était la chance aussi en partageant, en venant parmi vous aujourd'hui, de voir votre importance de fédérer ce réseau. On est tous d'accord pour ça. J'ai rencontré les uns et les autres d'entre vous, psychologues, psychiatres, installés à différents endroits. Et on voit que c'est un besoin. Vous venez vers nous, on vient vers nous, et on vient vers vous également. Et donc ça fait partie aussi des choses à venir. On aimerait aussi poursuivre avec justement vous proposer un catalogue de formations plus régulières parce qu'on sait qu'il y a ce besoin de toujours d'une forme de formation continue dans le psychotrauma et c'est important. Donc, ce sont des projets à venir. Donc, suivez-nous et on reste bien en contact, voilà, toujours au service de nos patients. Merci à vous. Belle journée, belle fin de journée encore.